Je fais partie de ces femmes qui, au début de leur mariage, devaient avoir une séparation de biens pour ouvrir un compte. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Beaucoup de femmes s'engageaient. Elles étaient en mesure de faire ce que les hommes pouvaient faire. Si une femme n'a pas contrôle de son budget, n'a pas contrôle de son argent, qu'est-ce qu'elle peut faire toute seule? Elle a tout simplement pas la conduite de sa vie. Hello et bienvenue à toutes dans Nous, les investisseuses, le podcast qui vous aide à investir en vous inspirant du parcours d'autres femmes investisseuses. Je suis Johanna, la RH qui parle de finances personnelles et d'investissement et qui vous aide à vous lancer pour avoir la vie que vous méritez. Investir, c'est bien plus qu'obtenir un prêt immobilier et acheter un bien. C'est plein d'autres moyens de générer des revenus passifs en faisant travailler votre argent à votre service. Si vous me connaissez, vous savez que je suis adepte des investissements sans prise de tête. Ce podcast va devenir votre moteur. Alors, vous êtes prêtes ? C'est parti, on commence. Dionysos, l'agence WordPress, à l'écoute de vos besoins. Merci à Dionysos Digital de soutenir ce podcast. Hello Solène, bienvenue dans le podcast Nous les investisseuses et merci d'avoir accepté d'intervenir auprès de nos auditrices. Salut Johanna, merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors Solène, je vais te présenter rapidement et puis tu compléteras si besoin. Alors toi, t'es originaire de Lyon. Yes. Même si tu vis plus à Lyon, tu vis même plus en France, t'as fait des études de com et en fait, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que t'es partie d'un besoin où toi t'as voulu te mettre à l'investissement pour toi en perso tu t'es rendu compte que c'était pas clair du tout ce que tu trouvais sur internet, c'était pas compréhensible du tout, beaucoup de jargon. Et de là est venue une idée, c'est que tu as créé ce que j'appelle un side project, donc un projet personnel où tu as créé ton blog monelo.fr. Et en fait, la fabuleuse histoire de Monelo, c'est que ce side project est devenu un side business et aujourd'hui, c'est ton activité principale puisque tu as pu quitter ton job en mai 2020, donc en pleine crise sanitaire. Et donc, je trouvais que c'était hyper intéressant parce que, en fait, voilà, comme quoi des fois, en fait, par curiosité, ça peut nous amener de belles opportunités. Et c'est principalement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien résumé? Parfait, c'est exactement ça. C'est ça. Et du coup, moi, je voulais savoir, au niveau de l'investissement, bon, toi, tu étais salarié depuis peut-être quelques années, je sais pas, quand tu as voulu commencer à investir. Ouais, c'est ça, c'était au tout début. Alors, à la base, de la première expérience que j'ai eue avec l'investissement, c'était chez Apple, où j'étais salariée temps partiel au début, à côté de mes études, mais c'était un 28 heures par semaine. Première expérience tout court avec l'investissement qui était que on avait des actions à prix réduit en tant qu'employé. D'accord. Donc bon filon. Mais je t'avoue, bon filon, moi en fait j'étais là-bas et j'entendais tout le monde dire ouais, du coup là on va pouvoir acheter nos actions et tout. Et moi je disais mais les gars, je vais pas acheter des actions, moi je suis pas une investisseuse. Moi. Ah, tu voulais pas acheter les actions Apple? Bah en fait c'est juste que je connaissais rien, donc je me disais vraiment j'avais ce sentiment de c'est pas pour moi, tu vois, je suis pas une personne qui investit son argent dans des trucs. J'avais 20 piges, j'étais en mode bon bah moi tu vois, je mets sur mon livret A et voilà. Ah ouais, j'entendais tout le monde me dire ouais. Et tout le monde disait ouais, c'est hyper intéressant, il faut vraiment en profiter et tout parce que je me rappelle plus exactement les termes du programme, mais c'est vraiment t'achètes à un prix hyper intéressant. Et du coup, je me suis dit bon bah vas-y, je vais essayer, mais ce premier investissement, c'est un investissement en mode j'ai fait le truc, je connaissais rien, tu vois, tu comprenais pas forcément et en fait, c'est juste par rapport à l'entrain de tes collègues. Ouais, c'est ça. Donc le truc à éviter de faire qui est investir juste parce que tout le monde investit dans un truc. En fait, c'était de l'actionnariat salarié, donc je pense que vous aviez des actions à prix réduit parce que la société vous pratiquait une décote, donc c'est une réduction. Ouais, c'est ça. Et ce qui fait qu'en fait, t'achètes moins cher l'action et donc dès que tu la revends, tu la revends plus cher, donc tu fais déjà une plus-value, donc c'est super intéressant, ouais, effectivement. Ouais, si je te dis pas de bêtises, je crois que c'était un truc genre, ils prenaient une période de 6 mois, ils prenaient le point le plus bas de l'action sur ces 6 mois et t'achetais à, 80% de ce prix le plus bas ou un truc. Ouais, donc une décote de 20%, j'ai vu ça aussi, c'est très très intéressant. Et puis il y a une fiscalité particulière aussi sur les actions de performance comme ça. Ouais. Les actions gratuites, on dit aussi AGA. C'est ça. Oui, après il y a peut-être des actions aussi offertes si tu restais un petit moment dans l'entreprise et tout.
Apple se lâche pas mal sur le programme actionnariat salarié. Ouais, souvent dans des grosses boîtes. Intéressant. Et du coup, toi qui voulais pas trop parce que tu te voyais pas là-dedans, mais finalement tu l'as fait. T'as investi. C'était ton premier investissement du coup. T'as investi beaucoup ou bien, enfin pour toi par rapport à tes moyens, ou bien tu t'as testé? Ah non, vraiment là c'était test. J'ai vraiment genre toute petite somme pour démarrer en mode je sais plus combien j'ai pris d'actions, mais genre c'était je sais pas, ça devait être 100 €, un truc comme ça. D'accord. Au début. Tout doucement. Et après, après, c'est comme ça qu'on t'en connaît pas en plus. Non, mais trop, vraiment. Et c'est ce que j'explique souvent parce que cette histoire, c'est un truc qui m'a un peu, enfin, je pense que c'était un pivot dans ma vie. Et j'en parle souvent aujourd'hui avec les femmes qui se sentent pas investisseuses ou qui se disent ouais, l'investissement c'est pas pour moi, c'est trop compliqué et tout. Je me rappelle juste la fois où j'ai dû dépenser mes 80 ou mes 100 balles pour acheter des actions Apple, et je suis rentrée chez moi le soir et j'étais mais je suis une investisseuse en fait. Genre je suis actionnaire de chez Apple. Wow. Et j'ai l'impression que c'était un truc de dingue, et je me disais waouh, mais et en fait ça a fait un shift dans ma tête où je me suis dit je peux investir. Est-ce que j'ai juste investi une petite somme dans un truc que je comprenais pas trop? Oui, mais au moins je peux investir. Et après, dès que j'entendais parler d'investissement autour de moi ou dès que j'entendais parler d'actions, je me disais c'est intéressant parce que du coup, moi j'ai acheté quelques actions d'un truc, et après le prochain programme, quand on a pu en acheter à nouveau, je me suis dit je vais en acheter quelques autres, et je me suis vraiment mis dedans petit à petit. Et c'est juste le fait de démarrer même avec quelques dizaines d'euros qui a fait un switch dans ma tête de en fait je peux aussi investir. C'est pas réservé aux autres, aux personnes qui sont hyper calées ou qui ont fait des années d'études en finance et tout. Moi aussi, je peux le faire. Ouais, t'as pu investir dans une grande boîte avec des petits moyens, facilement. Et en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est le passage à l'action. Dès que tu passes à l'action, après, tu sais plus t'arrêter. Mais il faut déjà avoir mais c'est le plus difficile, en fait, le saut. Mais voilà. Après, je pense que le fait que tu sois salarié, qu'il y ait tes collègues, etc., que ce soit ta boîte dans laquelle tu travaillais, peut-être ça a aidé. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de barrières. Les gens se mettent des barrières, alors qu'en fait, il suffit juste de faire petite action. En fait, en réalité, c'est vraiment une petite action, et après, c'est bon, on est parti comme en 40. La preuve, Monello aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Et du coup, après, comment c'est venu l'idée de Monello? Enfin, comme tu me disais, tu faisais des recherches. Donc, c'était après Apple, ou bien après cet investissement-là, tu voulais en savoir plus ou investir davantage dans d'autres boîtes, ou enfin, c'est quoi l'idée? Après, donc là, ça c'était une des premières expériences, un petit peu en chevauchement. La deuxième chose qui m'a vraiment mis dans l'investissement, c'est que quand j'étais petite, mes parents m'avaient ouvert une assurance vie. Donc bonne idée de base, parce qu'ils se sont dit l'argent que je recevais à Noël, les cadeaux, tout ça, au lieu de le mettre sur un livret A, on va le mettre sur une assurance vie. Excellent, les parents. Ouais, félicitations. Et c'était alors le truc, c'est qu'ils s'y connaissaient pas non plus énormément en investissement, en placement financier et tout. Même aujourd'hui, tu vois, c'est moi qui les aide plus que que eux nous aident. Mais ils se sont dit on va le faire parce que c'était via le travail de mon père. Pareil, ils avaient un truc avantageux et tout. Et arrivé à un certain âge, eux n'avaient plus le droit du tout de gérer mon compte. Et le compte que j'avais allait fermer, il fallait que je transforme cette assurance vie en assurance vie adulte, que je change un petit peu mon contrat. Mais eux pouvaient pas le faire pour moi. Et je suis allée les voir en mode qu'est-ce que je fais? Ils me disaient je sais pas trop comment ça marche en fait, on t'a ouvert ça mais on sait pas trop. En fait, c'était une assurance vie enfant dans une banque traditionnelle, j'imagine, parce que je connais. Moi aussi j'ai vu ça. C'est pas dans une banque en ligne, c'est dans un courtier en ligne. Ah, chez un courtier en ligne en plus, d'accord. Je pensais que c'était dans leur banque traditionnelle, même pas. Parce que moi, ma mère m'avait ouvert une assurance vie dans sa banque. Ok. Parce que en fait, c'est des contrats enfants, et après, moi, je crois que je pouvais le garder comme ça, mais ok. Donc, c'est un contrat enfant qu'il fallait transformer en contrat normal, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit il faut que je le fasse. Je vais aller sur Internet, tu vois. Et là, je tape genre assurance vie. On me dit genre l'assurance vie est un contrat permettant d'investir en unité de compte non garantie en capital. Je me disais mais les gars, de quoi est-ce que vous me parlez en fait? Je ne comprends rien. Je me dis je vais chercher unité de compte. Je vois unité de compte est un support, un véhicule d'investissement permettant d'investir. Mais juste je parle pas votre langue. En fait, à chaque fois que tu cherches un mot, tu trouves des nouveaux mots. En fait, il y a pas un mot dans la phrase que tu comprends. Ah mais ça c'est l'investissement, c'est ça. Dès que tu veux creuser un truc, tu tombes sur un terme encore plus compliqué derrière et tu rentres dans un cercle vicieux et tu t'en sors plus. Parce que tu tombais sur des sites des professionnels en fait, c'est pour ça, donc ils parlent en jargon. Ouais, je tombais sur les premières pages de Google. Ouais, non mais c'est ça. Déjà légal, ouais. Le côté genre, moi ce que c'est légalement une assurance vie, je m'en fous un peu. Puis donc je me renseigne en ligne. Je regarde tout ça, je me dis vraiment je comprends rien. Je suis une personne très sensible, j'en ai pleuré
J'étais sur mon canapé, j'étais carrément. Non, je te jure. Ça, c'est mon côté hyper sensible. Vraiment, je me suis dit, je me sentais tellement mal. Et en fait, je me rappelle me sentir, je me disais, mais en fait, c'est moi qui suis débile, tu vois. Genre, il y a tous ces articles qui expliquent, je me dis, tout le monde comprend sauf moi. Est-ce que c'est moi le problème? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire ça personnellement? Ça doit venir de moi. Et j'ai mis un petit peu ça de côté pendant quelques temps, mais c'est un truc ça me pesait, tu vois. Je me disais, en vrai, ça me saoule de me dire que un truc aussi important que ça, parce que en parallèle, je commençais à lire des livres sur la finance personnelle, sur ce genre de choses. Je me disais, c'est un sujet hyper important pour préparer son avenir, pour tout ça, et de se dire, on nous dit, ouais, c'est hyper important de préparer sa retraite maintenant, surtout avec l'état de la retraite actuelle. C'est hyper important de bien placer son argent et tout, mais d'un côté, tu veux aller le faire et tu trouves rien de simple. Et pourquoi tu t'es pas adressé au courtier, justement? Alors, le courtier ne pouvait pas me donner de conseil en investissement. Donc, je les ai appelés en leur disant, je ne sais pas quoi faire. Ils m'ont dit, on peut pas vous dire dans quoi investir. Et en fait, mais ils pouvaient pas t'expliquer, en fait, ils pouvaient pas t'expliquer c'est quoi une assurance vie exactement, enfin, au moins le b.a.-ba, quoi. Je pense qu'ils n'avaient pas envie de m'expliquer ce qu'était une assurance vie exactement. Alors, très important, quand vous choisissez un prestataire, pour moi, c'est un des premiers critères, des top 3, c'est le service client. C'est clair. Non, mais vraiment, là, ils peuvent pas te conseiller, mais en fait, ils auraient pu au moins t'expliquer, ça, tu peux le faire, expliquer, même nous, on le fait, expliquer aux gens, c'est quoi une assurance vie, comment c'est composé, ce que tu peux acheter dedans, tout simplement. La fiscalité. C'est pas compliqué. C'est clair. Non, là, c'était un peu genre, non, mais c'est comme ça, ça vous de les gérer, et voilà, quoi. Démerde-toi. Okay. Ouais, c'était un peu dans ces eaux-là. Sans grande sympathie ni empathie pour ma personne non plus. Je t'avoue, je me suis pas sentie très appréciée à ma juste valeur du haut de ma petite vingtaine. Je pense qu'ils se disaient, ouais, c'est bon. C'était pas une assurance vie hyper blindée non plus. Je pense qu'ils se sont dit, je vais pas leur apporter grand-chose. D'accord. Et ils m'ont traité dommage de réfléchir comme ça. Mais c'est clair, vraiment. Et ouais, donc je me disais, en fait, c'est quand même un sujet hyper important. Il y a plein de trucs à faire. Et je sais pas, juste ce moment où je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est juste pas que les gens l'expliquent mal et que si on l'expliquait correctement, peut-être qu'on pourrait comprendre. Et je me suis dit, je vais prendre tous ces sujets liés à l'argent, à la base, c'était pas que l'investissement, c'était budget, économie, développer ses revenus, tout ça. Et je vais juste l'expliquer de manière simple, empathique, de manière drôle, légère. C'était un peu plus développé avec le temps, le côté caractère de ce que je propose, de mon contenu. Mais vraiment juste de faire ça de manière simple. Et comme tu disais, à la base, c'était juste, tiens, aujourd'hui, j'ai appris un truc, je vais faire mon petit article de blog sur mon petit WordPress. Aujourd'hui, j'ai appris mon budget, mettre des virements automatiques pour épargner et tout. Et après, avec les années, ça s'est développé petit à petit. C'est vraiment génial parce que moi, je suis quelqu'un qui partage beaucoup, sauf que je partage beaucoup à l'oral. Et je me répète souvent, et c'est fatigant. Des fois, même les gens, ils s'en foutent, mais ils me le disent pas. Et en fait, je connaissais pas ce milieu du blogging, même si on a tous le réflexe de taper sur Google quand on recherche quelque chose ou bien d'aller sur des forums, ça je le faisais. Mais je me suis dit, purée, si je savais que ça existait, ça, en fait, ce milieu-là, moi, j'aurais fait aussi un blog, j'aurais partagé plein de trucs, et comme ça, j'aurais pas eu besoin de me répéter. Et en fait, bon, toi, tu viens peut-être je pense que t'es plus jeune que moi aussi, tu viens du milieu de la communication, peut-être que tu étais déjà plus aguerri à ça. Et puis, ça t'a apporté d'autres opportunités. Et c'est vrai, effectivement, ce que tu dis sur ton blog, c'est que, en fait, tu expliques l'investissement en vraiment simple, comme si on parlait à sa meilleure copine. Ouais. Et c'est vrai, avec le ton léger, d'une discussion comme on a là actuellement. Ouais, complètement. Pour moi, c'est la manière la plus simple pour que les personnes comprennent, c'est que utiliser du jargon, utiliser des termes techniques, utiliser des longues phrases hyper pointues et tout, ça sert pas à la personne en face. Non, c'est pas fait pour aider quand on jargonne. Non, c'est pas fait pour aider du tout. Moi, j'ai absolument pas envie qu'on se dise, waouh, elle connaît tellement de termes techniques, c'est super. Elle sait ce que c'est un contrat de capitalisation et tout, c'est génial. Je m'en fous complètement. Mon but, c'est juste que la personne en face comprenne ce que j'essaie de lui expliquer. Et même des fois, quitte à pas être exact à 100%, c'est un retour qu'on fait des fois où on me dit, oui, t'as dit que c'était ça, en fait, techniquement, c'est une enveloppe fiscale. Je sais que c'est une enveloppe fiscale, mais juste si je vous dis, c'est une enveloppe fiscale, me dire, t'as déjà perdu une partie des gens. Exactement, c'est ça. Donc le but, c'est de le faire vraiment avec du vocabulaire simple,
et comme si on parlait à quelqu'un de normal, de personne normale à personne normale. Et ça sert aussi pour moi à désacraliser un petit peu l'investissement, que les personnes se rendent compte que moi je suis une investisseuse, que en plus je suis experte sur tout ce qui est thématique de l'investissement et que je suis une personne absolument normale. Je porte pas un costard tous les jours, je suis pas hyper voilà, j'ai une vie complètement normale, et qu'on peut être investisseuse et pas besoin encore une fois d'avoir fait des études en finance ou être une personne hyper genre tout le temps en train de regarder ses investissements, hyper impliquée et tout. On peut être une investisseuse et mettre de côté, investir pour nos projets de vie, être une personne avec une vie normale à côté. Vie de famille aussi. Mais oui, ça fonctionne beaucoup dans la projection et c'est pour ça que je pense qu'il y a peu de personnes encore en France qui n'investissent pas parce que du coup ils se projettent pas. Quand t'as des conseillers en banque, ils t'expliquent pas forcément parce que eux-mêmes je pense qu'ils ont pas forcément tout compris. Tu penses qu'aussi certains conseillers en gestion de patrimoine, bah tu dis c'est pas fait pour toi ou bien il y en a qui ont pas une très bonne réputation, enfin, et donc forcément si on se projette pas et qu'on n'a pas une image d'une personne qui nous ressemble, ben on va vite laisser tomber. Et je pense que les personnes qui jargonnent, elles se rendent pas compte que en fait, elles font juste fuir les gens. En fait, tu dis juste j'ai pas compris, c'est pas pour moi, salut, voilà. Ouais, c'est ça. Et les gens ne se fatiguent pas plus que ça, parce que pourquoi se prendre la tête à essayer de comprendre un truc qui a l'air déjà trop compliqué. Les gens ont leur vie, les aléas de la vie et tout, il y a déjà beaucoup de choses à gérer alors que c'est vraiment hyper important. Et pour moi c'est une nécessité publique en fait. Là t'as parlé tout à l'heure de gestion de budget, d'épargne et tout ça. Quand tu vois le nombre de dossiers de surendettement, des gens qui sont en galère, qui arrivent pas, qui survivent, il y a des petites astuces, des méthodes simples à mettre en place pour avoir une gestion de budget saine, mais il faut un minimum les connaître pour pouvoir les appliquer. Ouais, c'est ça. Puis aller avec empathie, avec compassion aussi. Enfin moi c'est ma manière de faire, mais il y a énormément sur ces sujets-là de genre mettre comment dire, mettre les personnes dans une situation dans le sens oui vous devriez pas en être là aujourd'hui, il faut apprendre à mieux gérer votre argent, c'est pas compliqué, arrêtez de dépenser là-dedans, en fait si vous faites ça c'est hyper parfois un peu violent. Moi c'est pas du tout culpabilisant, c'est pas du tout ma manière de parler, même sur l'investissement c'est pas ma manière de faire. J'aime bien traiter les gens avec respect et me dire que je me mets à leur place et que je comprends là où ils en sont. Il y a des personnes qui ont besoin d'autres contenus, il y a des personnes qui ont besoin de contenu qui va les secouer, où ils ont besoin d'avoir quelqu'un en face qui lui dit juste ressaisis-toi. Moi c'est pas forcément ma manière d'être, mais comme ça c'est pour ça que je me dis c'est hyper intéressant qu'il y ait plein de sites différents qui parlent de la même thématique. C'est que chacun a un peu son point de vue, chacun a un peu son expérience et on apporte tous une chose différente. Moi vraiment ce que je veux apporter c'est ce que j'aime bien dire c'est que je le fais de manière décomplexée, donc il y a pas de complexe à avoir, il y a pas de trop de sérieux à avoir. C'est un sujet qu'on peut aborder de manière légère, de manière humoristique, sans problème. Ouais, totalement. Sachant que voilà, je pense que t'amènes un ton frais, jeune et aussi féminin, parce que faut se le dire, dans le milieu, en tout cas moi sur les blogs, il y a pas beaucoup de femmes encore, toujours pas, pas assez. Même sur YouTube, c'est beaucoup d'hommes et aussi, enfin d'après ce que j'ai pu constater, on n'a pas aussi le même raisonnement, la même manière de penser, la même manière d'expliquer les choses et les mêmes appétences en termes d'investissement. Alors c'est pas une généralité du tout, mais je remarque que les femmes sont plus intéressées et attirées par des investissements, on va dire éthiques, responsables, etc. Peut-être aussi plus sur de l'immobilier parce que ça rassure. Les hommes aussi en France parce que c'est très culturel, mais voilà, il y a plus d'hommes qui investissent en bourse que de femmes en tout cas jusqu'à maintenant. Les statistiques ont parlé, mais pour autant, c'est aussi le truc qui est marrant, le comble, c'est que les femmes quand elles investissent mieux que les hommes. Parce que je pense qu'aussi on est bien appliqué et on fait les choses comme il faut et on arrive à maintenir le cap, on cherche pas à surperformer le marché ou quoi que ce soit et du coup ça se passe mieux. Et c'est dommage je trouve parce que moi je vois vraiment l'investissement comme un moyen de réduire les inégalités financières entre les hommes et les femmes. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, t'as investi avec une petite centaine d'euros. On peut même investir avec beaucoup moins, mais le plus important c'est le rituel, l'habitude et de commencer. Ouais, c'est ça. Ouais. Et effectivement, comme tu dis, c'est hyper important d'avoir des femmes qui parlent de ça, que ce soit des femmes qui vont avoir des médias comme ce que je peux faire avec Monello, ou juste parler de ça avec son entourage, parce qu'effectivement, pendant des années, des siècles, depuis un peu toujours, c'est les contenus, tout ce qui a été créé autour de l'investissement vient principalement des hommes,
Les femmes n'avaient même pas le droit de rentrer en bourse, littéralement de rentrer à l'intérieur de la bourse de Paris avant. Les personnes en robe, c'était. Et les personnes en robe, oui, c'est ça. Donc les même avocats les curés. et les femmes. Oui, c'est ça, les curés. Et c'est des trucs, ça a vraiment façonné notre culture, notre façon de parler de l'argent, notre façon de parler de l'investissement. Comme tu le dis, c'est pas une généralité, c'est pas tous les hommes ou toutes les femmes, mais on a beaucoup de contenus aujourd'hui autour de l'investissement qui sont créés de manière devenir riche rapidement. Je vais vous apprendre à devenir rentier. On va investir en bourse pour vraiment, c'est un peu de la performance qu'on cherche. Et ça, c'est un truc qui parle pas à la majorité des femmes qui veut pas investir pour forcément de la performance de fou, mais pour préparer leur projet de vie, pour assurer leur sécurité financière, pour plein de raisons. Effectivement, ça aide aussi au côté des inégalités, pour utiliser son argent pour contribuer à quelque chose qu'on veut voir dans la société, l'investissement responsable. Et c'est des trucs dont il faut plus parler, parce que sinon on perd une bonne partie de la population si on parle d'investissement seulement sous un angle masculin. Ah, je suis d'accord. Et du coup, si on peut faire un focus sur l'expérience, enfin sur l'aventure Monelo. Mm-hmm. Donc, tu as ouvert ton blog en mars 2018, c'est ça ? C'est ça. Et du coup, en fait, ça, tu le faisais en plus de ton emploi. Tu as commencé à rédiger des articles avec tes découvertes. Mm-hmm. Et comment t'es passé du cap de side project, de projet personnel à activité complémentaire avec le side business? Et après, avec ton activité, aujourd'hui, c'est ton activité principale. Comment ça s'est goupillé tout ça? Parce qu'à la base, je pense que c'était pas du tout le but. Non. Et voilà, ça a été une belle opportunité. Et aussi, qui est due par ton travail, toutes les recherches que tu as fait. Et aussi, les gens se rendent pas compte, mais créer un blog et être référencé sur Google, c'est beaucoup de travail, c'est de la technicité. Et aussi, tu as eu beaucoup de persévérance. Ça fait 4 ans que t'as ce blog-là et t'as pas lâché. Et tu continues encore aujourd'hui. Et maintenant, c'est plus toi seul, vous êtes toute une équipe. Mmh. Ouais. Alors comment ça s'est fait? Vraiment, la transition a été hyper lente et ça s'est fait complètement petit à petit. Au début, alors je l'ai pas lancé dans l'objectif de me dire ça va être mon job à temps plein, mais je l'ai quand même pris assez comme un business dès le début. Dans les décisions que je prenais, je voulais quand même faire en sorte que ce soit quelque chose d'assez professionnel, d'assez bien fait. Et au début, c'était vraiment, je publiais mes articles, j'essayais d'être référencée, comme tu le disais, je bossais dans le marketing avant, dans la com. Donc en fait, c'était juste, je prenais mon travail qui était de faire en sorte de bien être référencée sur Google, d'avoir une bonne image de marque, de me développer sur les réseaux sociaux. Et j'ai pris tout ça, je me suis dit, je vais l'appliquer à ça. Donc à la fois, je partage ce que j'apprends en finance perso et en même temps, j'utilise ce que j'ai appris dans mon travail. Et petit à petit, je voyais que je commençais à avoir un petit peu de monde qui venait sur le site. Au début, c'était quelques personnes par jour. Puis après, ça montait. Il y a quelques articles qui ont commencé à bien prendre sur Google. Et là, je me suis dit, OK, il y a quand même un potentiel. Et surtout, il y a de l'appétence. Il y a des personnes qui ont envie qu'on parle de ce genre de sujet. Et ça a commencé à devenir vraiment un truc de genre un peu une passion. Si je me dis, waouh, il y a du monde qui est intéressé. Il y a du monde qui me dit merci parce qu'enfin, je peux commencer à comprendre un petit peu ces sujets-là. Et donc là, je me dis, quand même, c'est intéressant, il y a un truc à faire. Donc pendant quelques semaines, mois même, je l'ai traité comme une activité, un side business, comme tu le dis. Donc après le travail, je bossais sur mon site. Le samedi, je bossais sur mon site au lieu de sortir comme avant. Je disais, je garde mon samedi entier pour bosser sur Monelo. Et avec le temps, je me rendais compte de la différence, ça c'était très personnel, entre avoir son propre business, prendre ses propres décisions, gérer son activité soi-même et en même temps être salarié à côté où je pouvais pas prendre mes décisions moi-même, j'avais pas beaucoup de voix à mon travail. Mon travail était intéressant parce que j'apprenais plein de choses, mais je commençais à stagner un petit peu et je me suis dit ça me plaît plus vraiment, j'ai envie vraiment de faire quelque chose juste pour moi. Donc j'ai décidé de poser ma démission. Quelques mois avant l'épidémie de Covid, qui a fait qu'au moment où tout ça s'est lancé, je me suis dit... D'accord, parce que t'es partie en mai, mais t'as fait un préavis, quoi. C'est ça, 3 mois. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je regrette tout, je reviens. Non, mais vraiment, c'était un moment quand même un peu stressant, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer tout court pour Monelo? Au final, c'est des sujets sur la bourse et l'investissement qui ont bien intéressé pendant le confinement. Et c'est à ce moment-là aussi où moi, j'ai décidé de faire le pivot vraiment investissement et me détacher un peu du reste, tout ce qui est budget, etc. Là, on a commencé à refaire tout le site internet qui est aujourd'hui en ligne. C'est une nouvelle version très centrée investissement et placement. Et voilà. Mais en fait...
pour expliquer aux personnes qui connaissent pas le milieu du blogging ou de l'entrepreneuriat, donc toi, si t'as un blog, ça coûte pas très cher, hein, on paye un nom de domaine, un hébergement pour le site, et puis après, soit on a quelqu'un pour faire le site ou on le fait nous-mêmes, soit on paye un prestataire. Donc ça va, c'est pas très coûteux, on va dire. Ça dépend de quel niveau on veut. Et après, il y a ton temps, hein. Tu mets les mains dans le cambouis, t'as tes compétences et tu rédiges des articles qui mettent plusieurs heures, hein. On se rend pas compte, c'est beaucoup de travail. Ouais. C'est pas juste écrire, en fait, c'est pas une newsletter, c'est vraiment un article qui est optimisé pour que Google dise il est bien, je le mets en première page. Si quelqu'un tape les mots clés, je refais ressortir cet article-là et pas un autre. Et du coup, il y a des gens qui gardent un blog en side project, ça rapporte de l'argent, donc soit il y en a qui utilisent la publicité. Donc il y a des plateformes justement qui permettent de faire de la publicité, Google AdSense, je crois. Ouais. De faire de la pub qui met n'importe quelle pub en fait sur votre site, ou alors il y a d'autres moyens de rémunérer un blog, si tu peux nous en parler. Alors j'ai un peu tout testé, donc je peux te parler un petit peu de tout. Super. Effectivement, le premier truc que tu fais en général, c'est Google AdSense. Donc c'est tu dis à Google, voici des emplacements sur mon site, en haut à gauche, en bas à droite, tout ça. Ah, c'est toi qui choisis. Okay. Tu peux choisir tes emplacements ou tu peux laisser Google le déterminer pour toi. Moi, ça n'a jamais vraiment marché, mais c'est possible. Et Google va placer de la publicité. Ça rapporte peu, généralement. C'est un coût soit par 1000 vues, soit un coût par clic, ça dépend de la publicité. Et le problème que j'avais avec ça, moi, c'est que Google me mettait tout et n'importe quoi et des pubs que je ne pouvais pas choisir moi-même. Tu peux choisir d'exclure des secteurs, mais tu peux pas choisir tes publicités au cas par cas. Et sur un sujet aussi sensible que les finances, j'avais plein de pubs, genre à moitié des scams ou des trucs genre le nouveau livret qui rapporte 4% par an. Ouais, tout ce que tu voulais, tout ce que tu prenais pas en plus. C'est ça, non mais complètement. C'est un peu comme les pubs YouTube, hein. Tu mets des pubs, mais après c'est pas toi qui décides. Non, donc c'était côté image de mon site, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc j'ai mis ça de côté. Ce que je commence à développer en parallèle et qui est le cœur de mon revenu aujourd'hui, c'est l'affiliation. L'affiliation, pour l'expliquer à ceux qui connaissent pas, on va prendre un exemple. C'est j'ai un partenaire qui est une assurance vie, qui est l'assurance vie que moi j'utilise. Je vais faire un partenariat avec eux. Je vais parler d'eux sur mon site et si la personne s'inscrit en passant par un lien sur mon site, je vais toucher une commission. C'est un modèle que j'aime beaucoup parce que il est très libre. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai eu quelques expériences un petit peu plus négatives. De manière générale, j'ai une liberté d'expression qui est totale. C'est-à-dire que je peux avoir des partenariats avec des personnes tout en mettant en avant leurs inconvénients, parler des choses que j'aime pas. Je suis pas du tout forcée à présenter le partenaire sous une bonne lumière. Et surtout, je fais des partenariats qu'avec des marques et des partenaires que j'aime. Je vais pas aller faire un partenariat avec... En fait, c'est parce que c'est toi qui les choisis ou c'est eux qui viennent te trouver? C'est les deux. Moi, je peux les choisir. Toutes les assurances vie, tous les, le PEA que j'utilise, tous les contrats que j'utilise, je suis allée les contacter ou ils m'ont contacté eux. Mais je fais quand même un effort pour pouvoir parler d'eux sur le site parce que si je les utilise, c'est que je les apprécie. Et après, il y en a qui viennent me voir avec lesquels je décide de travailler ou pas. Je t'avoue que la majorité, je dis non parce qu'il y a beaucoup de contrats qui sont pas. Enfin, si c'est pas un truc que moi j'utiliserais, que c'est pas un truc que je recommanderais, que c'est pas un truc que j'apprécie plus que ça, je vais pas les mettre en avant sur mon site. On en avait parlé justement, ce que tu disais que des fois t'as des propositions très alléchantes et là encore il y a une loi qui, je sais pas si elle est sortie ou elle va sortir. Je crois qu'elle est déjà sortie, justement pour encadrer les influenceurs et les influenceuses. Alors pour la petite histoire, Nabila a fait la promotion, pour parler d'une grosse influenceuse, a fait la promotion de crypto-monnaie, d'une certaine crypto-monnaie, sans mettre en garde, etc. Et elle a eu une amende de 20 000 euros. Ce qui est très peu, hein, parce que je pense que s'il y a des personnes qui perdent de l'argent, ils perdent beaucoup plus que ça. Et là, il y a la réglementation, en fait, la loi, c'est pour que les influenceurs et les influenceuses suivent des formations avant de pouvoir parler de produits financiers. Donc, je trouve que c'est bien, après, à voir dans la pratique. Et je sais plus s'ils doivent dire que c'est un contenu qui est promu, enfin, qui sont payés pour ça, que c'est sponsorisé, parce que c'est important aussi de le dire. On se rend pas compte, des fois, vous avez l'impression que les gens que vous suivez, ils vous proposent un truc, c'est sympa, j'ai acheté ça. Non, derrière, il y a quelqu'un qui a demandé
une marque qui est venue, qui les a payés, qui leur a dit des fois quoi dire. C'est peut-être même un produit qu'ils n'utilisent pas du tout. Donc c'est important de rester transparent et de suivre des gens avec qui vous êtes en phase. Et toi tu le dis, hein, quand c'est sponsorisé, que les liens sont affiliés, et forcément tu recommandes des produits que tu connais. Vers lesquels tu pourrais aller, parce qu'on va pas non plus ouvrir des assurances partout. On peut ouvrir c'est ça, PEA, c'est compliqué. Ouais, complètement. PEA, c'est ce que j'allais dire. On ne peut pas avoir qu'un PEA, donc forcément, je ne peux pas tester tous, mais je peux avoir quand même une notion de si c'est quelque chose qui est intéressant ou pas. Effectivement, aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui précise que c'est des liens affiliés, ça l'est la plupart du temps. Donc il faut bien faire attention à ça, et c'est pas tout le monde qui traite l'affiliation de la même manière. Effectivement, on me propose des choses. Parfois, on propose des montants astronomiques pour une plateforme qui est à la limite de l'arnaque. Et quelques semaines après, il y a pas mal de personnes qui, je vois en parler sur les réseaux sociaux et tout. Donc toujours faire bien attention, toujours croiser ses recherches, et même les recherches sur Monello. Hein. C'est pas parce que vous voyez un truc sur Monello qu'il faut vous dire c'est ok, parole de divine, je m'inscris. Allez creuser et croiser plusieurs sources d'informations. Et sur le sujet des différentes manières de se rémunérer, il y a aussi le sponsoring qui est un petit peu différent, où là cette fois-ci c'est une marque qui va vous payer pour parler d'elle. Donc l'affiliation, c'est moi qui décide si j'écris un avis sur une plateforme. Là ça va être une plateforme qui va me contacter et me dire on aimerait te payer pour que tu rédiges un avis sur nous. D'expérience. Ouais, un article, c'est ça. Ou des fois ça peut être sur les réseaux sociaux aussi. C'est ce que je suis en train de faire de plus en plus en ce moment. Ouais, c'est ça. Et là ça dépend des plateformes avec qui on est. Moi effectivement à chaque début de contact, je leur dis je peux faire ça, par contre je garde à 100% ma liberté éditoriale. Je vous envoie l'article pour relecture factuelle sur ne pas avoir dit quelque chose qui est incorrect juste factuellement. Par contre, je n'enlèverai pas de choses négatives et je ne mettrai pas en avant des choses que je considère pas. Enfin, j'ai pas envie que ce soit cette assurance vie est la meilleure assurance vie du monde. Enfin, c'est pas une pub. Non, mais toi, par exemple, tu vas pas prendre comme certains, je crois que ça se fait, qui vont te donner un texte ou certains mots ou des trucs que tu dois mettre. C'est toi qui rédiges et après ils valident ou pas, mais c'est ton avis à toi. Voilà. Complètement. Et ça c'est aussi une autre manière. Je le fais beaucoup moins souvent, mais ça arrive que je le fasse. Je le fais aussi un peu de plus en plus sur les réseaux sociaux, parce que sur mon compte Instagram, beaucoup de partenaires veulent être mis en avant maintenant. Et voilà, c'est toujours un travail à faire pour essayer de le faire de la manière la plus neutre possible. Mais tout ça pour dire que quand vous regardez du contenu sur les réseaux sociaux ou sur des sites internet, il y a souvent une rémunération derrière. Que ce soit ça ou que ce soit parce que la personne vend des formations ou vend des programmes, ce genre de choses. Mais souvent, il y a une rémunération derrière. C'est pas grave qu'il y ait une rémunération derrière pour moi, parce qu'effectivement, nous, on propose tellement de contenu. Moi, je passe ma semaine entière, c'est mon job temps plein. C'est un boulot, la preuve. Donc voilà, donc il faut que je sois rémunérée à un moment ou à un autre pour le faire. Sinon, je ne pourrais pas le faire à cette hauteur-là. Mais c'est bien de savoir, est-ce que c'est transparent, la manière dont la personne se rémunère, et est-ce que c'est mis en avant explicitement sur le site, ou est-ce que c'est fait de manière un petit peu détournée, quoi. D'accord. Et moi, je pensais plutôt que t'étais plus sur du sponsoring, mais l'affiliation, oui, c'est vrai que en plus c'est aussi, je trouve que ça demande c'est moins énergivore que devoir faire autre chose, parce que voilà, ton blog, t'as travaillé dessus et maintenant faut juste continuer à le pérenniser, mais ça c'est bien. Et après les gens viennent et trouvent ce qui les intéresse, et si ça les intéresse pas, ils cliquent pas, quoi. Donc ça c'est plutôt bien, ça laisse la main aux gens aussi de faire leur propre choix. Complètement. Et toujours pour parler de monétisation, je sais que tu as une newsletter, la Candy, c'est quoi, comment ça s'appelle? Money Candies. Money Candy. J'adore le nom, j'adore les noms que tu choisis. Et du coup, ça, tu le sponsorises, parce que ça, de plus en plus aussi, on sponsorise les newsletters, et ça, tu le fais pas? À partir de octobre, là, on commence. Ah, ouais. Exclusivité. C'est ça. Sympa. Donc inscrivez-vous. D'ailleurs, je suis pas abonnée, faut que j'aille regarder. Ah bah voilà. ouais, là on commence aussi à partir d'octobre pour mettre en avant. C'est quelque chose que j'avais un petit peu de mal à faire avant, de mettre en avant des plateformes ou ce genre de choses. Mais honnêtement, j'envoie une newsletter et je reçois après 5 mails. Qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que tu conseilles ça? Est-ce que ça, machin. Donc après conseiller ça, je peux pas conseiller une personne en particulier, un courtier, parce que tout dépend de la situation de la personne. Mais du coup, comme ça, on met en avant quelques partenaires qui veulent sponsoriser, qui veulent présenter un contrat ou présenter leur plateforme tout simplement.
Mais c'est bien parce que là, t'as répondu encore une fois à un besoin. C'est pas juste pour monétiser, c'est que déjà t'avais des questions, donc Ouais. là, comme ça, t'y réponds et même les personnes peut-être qui posent pas la question, bah elles ont la réponse. C'est ça. D'accord. Et donc du coup, t'as monétisé comme ça, donc ça c'est plutôt des revenus complémentaires. Mais après, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit bon, je saute le pas, je vais pouvoir vivre de ça et j'arrête mon boulot. Ou bien t'avais un autre projet à côté quand t'as démissionné? Au tout début, juste après que j'ai posé ma démission, je continuais à je faisais de la rédaction freelance en parallèle, le temps de faire la transition avec un 100% temps plein à Monello. Et ouais, vraiment, en fait, j'en étais à un point où je me disais, je préfère prendre le risque de me lancer et préserver ma santé mentale parce que j'étais vraiment pas bien dans l'ancien travail dans lequel j'étais, ça me correspondait pas, ça devenait vraiment difficile. Et me dire, je vais tenter l'aventure et au pire, si jamais ça se passe mal, je reprendrai un emploi salarié. C'est pas grave. Et Monello commençait à se développer, j'ai un peu misé dessus, on va dire que ça va continuer à suivre cette courbe-là et que je pourrais en vivre au bout d'un moment. Mais oui, toujours en ayant un petit filet de secours à côté quand même. Ça répond à ma question. Est-ce que tu avais des craintes ou tu as eu peur de te lancer? Au final, tu avais déjà le plan B au cas où. Et puis, tu t'es pas lancé non plus sans filet. L'activité, elle fonctionnait déjà. T'avais tes compétences de rédactrice, donc t'as fait du freelancing. Du coup, t'as fait sur parce qu'il y a des rédacteurs qui sont spécialisés, mais t'as fait de la rédaction sur l'investissement ou sur peu importe le sujet? Non, sur peu importe le sujet. J'ai vraiment tout et n'importe quoi sur les carrelages de salle de bain, sur absolument tout. Donc ouais, il y a des sujets plus passionnants que d'autres, je t'avoue, sur comment monter un mur de parpaing. C'était pas vraiment génial pour moi, mais voilà, ça me sais faire. Exactement. Maintenant, s'il y a besoin, appelle-moi si tu veux construire quelque chose chez toi. Ok, quand j'aurai des travaux. D'accord. Donc ça, t'as fait ça quelques mois? Ouais. D'accord. Et ouais, après excuse-moi, les craintes pour se lancer, effectivement, j'ai l'impression qu'on glamourise beaucoup l'entrepreneuriat aujourd'hui, ou de se lancer soi-même, dans le sens quitte ton travail, ça va être génial, tu vas pouvoir vraiment vivre ta vie de ta passion et gagner plein d'argent et tout. En vrai, c'est difficile. Des craintes, j'en ai encore aujourd'hui. Il y a toujours des moments de doute. C'était hyper compliqué. Il y a des fois où je me réveillais dans la nuit en me disant pourquoi est-ce que j'ai fait ça, j'aurais dû rester à mon ancien travail. Et c'est normal. C'est une phase par laquelle on passe, c'est un apprentissage, surtout quand c'est la première fois qu'on lance son propre projet. Donc pour moi, il faut pas se dire que il faut attendre d'avoir zéro crainte pour se lancer. Est-ce qu'il faut avoir un filet de sécurité? Oui. Est-ce qu'il faut avoir un plan B? Oui. Est-ce qu'il vaut mieux développer d'abord son activité en parallèle de son travail pour se lancer petit à petit? Oui. Mais le faire sans peur, je doute que ça existe vraiment, que ça soit je pense très peu de personnes. Et c'est vrai qu'on glamourise beaucoup l'entrepreneuriat. Moi, j'ai vu ça vraiment comme une super porte de sortie, d'autonomie, de liberté. Mais c'est vraiment très dur, je le dis maintenant. Et je dis aux gens qui veulent se lancer, lancez-vous, faitre-le en parallèle de votre CDI. Et je dis même, en fait, moi je dis à tout le monde de se lancer, en fait, de créer un side business en parallèle de son travail. Tout le monde n'a pas vocation à être entrepreneur, mais je trouve que c'est une belle expérience, même d'avoir un side project et d'avoir surtout des revenus complémentaires. C'est important de pas, même nous en tant qu'entrepreneur, de pas rester que sur une source de revenus. Mais voilà. Après, il y a un monde qui est fait pour tout le monde. Il y a des gens qui sont salariés entrepreneurs, il y a des gens qui sont que entrepreneurs, il y a des gens qui sont que salariés. Mais c'est bien aussi d'avoir d'autres passions comme ça. Et des fois, quand on vit un peu mal son boulot, ça permet aussi de tenir. De se dire moi j'ai mon projet à côté, après ça peut être quelque chose qui est pas professionnel, ça peut être encore autre chose, mais je trouve que c'est une belle expérience. Mais je tiens à le dire, en tout cas, je suis d'accord avec toi, c'est pas facile, c'est dur. Et Monello, je pense que ça a pris son envol comme ça aussi parce que t'étais passionné et que tu voulais vraiment aider, mais que t'avais ton boulot à côté et que ça c'était un plaisir, une passion à côté que t'avais. Et si t'avais lâché ton activité comme ça tout de suite, je pense que t'aurais pas eu le même succès parce que t'as la pression financière d'avoir des revenus qui s'ajoutent et ça c'est très difficile de gérer ça. Ouais, complètement. Ok, très bien. Et du coup, on va parler d'investissement un peu. Si tu peux nous partager un peu toi tes préférences en termes d'investissement, un peu ce que tu fais. Ce que tu préfères. Moi je suis adepte des investissements passifs par exemple. J'aime bien investir et rien foutre, ça me va très bien. Je préfère passer mon temps à faire autre chose. Il y a des gens qui sont fans du trading, du stock picking et tout. Moi trop me casser la tête, j'aime pas ça.
voilà, faut que ça réponde bien à mes valeurs, etc., que je puisse suivre, que je mette les mains dans le cambouis, mais j'ai pas envie de passer ma vie dessus. Après, ça peut être un plaisir pour les gens, hein. Par exemple, même pour l'immobilier, pour moi, c'est pas un plaisir de rechercher un bien, de faire des travaux, etc. Chacun son truc. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Moi, je préfère choisir mon investissement et après tout roule tout seul et quelqu'un gère pour moi. Je préfère même payer pour ça parce qu'au moins je suis tranquille. C'est de la charge mentale en moins. Moi, je veux pas contre la charge mentale pour la diminuer au maximum. Donc ça correspond à mon profil. Mais toi, du coup, je suis 100% d'accord avec toi. C'est pareil. Et souvent, par exemple, quand je sais pas, je sors quelque part. En soirée, je rencontre quelqu'un, on me dit qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais j'ai un site internet sur l'investissement. Ah ok, est-ce que tu conseilles d'acheter l'action LVMH machin parce que là je suis les gars, j'en sais rien. je m'en fous un peu. Moi mon investissement c'est je vais faire un truc pour le long terme, pour réaliser mes projets de vie. Je vais avoir mettre les mains dans le cambouis un peu mais le moins possible. J'ai pas envie toutes les semaines de me demander est-ce qu'il faut que j'achète cette action, est-ce qu'il faut que je la revende, est-ce qu'il faut que c'est pas ce que j'ai envie de faire avec mon temps. Et justement, j'ai envie d'utiliser mon argent pour gagner du temps et pas passer du temps à devoir développer tout ça. Donc, ma stratégie, c'est effectivement investissement passif au max. Je ne paye pas. J'ai quelques plateformes qui sont ce qu'on appelle en gestion pilotée, c'est-à-dire avec une société de gestion qui va gérer mes investissements pour moi. C'est une toute petite partie de mes investissements. Le reste de mes investissements, je les gère moi-même, mais de manière passive à travers des ETF, des fonds d'investissement. Les ETF, pour expliquer un peu à ton audience, c'est un panier d'actions. C'est-à-dire, on investit dans un fonds qui regroupe plein d'actions différentes. Et sans trop rentrer dans les détails, ce fonds a des frais qui sont bas. Ça permet d'investir de manière diversifiée. Et voilà. Et moi, j'ai fait ça. J'ai ma petite stratégie. Tous les mois, je mets dedans automatiquement ou quasiment automatiquement. Et c'est tout. Et j'y passe 10 minutes par mois et j'ai absolument pas envie d'y passer plus de temps. Et pourtant, j'adore le sujet et je trouve ça hyper passionnant et je fais ça toute ma journée de parler d'investissement à quel point c'est important. Mais j'ai quand même pas envie d'y passer des heures. Comme tu disais, il y a des personnes pour qui c'est une passion. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir le contrôle de leurs investissements à fond, de choisir toutes leurs entreprises une par une. C'est pas forcément ma vision. Aujourd'hui, j'investis aussi beaucoup en bourse et très peu en immobilier, ou du moins en immobilier direct. J'ai pas de biens, notamment parce que je suis expatriée ou en train de m'expatrier. C'est une situation un petit peu compliquée. J'ai pas envie de me rajouter un bien à gérer en plus. C'est pareil, c'est de la charge mentale que j'ai pas forcément envie d'avoir maintenant. Et la bourse, jusque-là, ça me va très bien. D'accord. Ben, tu vois, comme quoi, on a un profil féminin qui est pro-bourse. Ouais. C'est le plus passif, hein, moi, je trouve. Et après, sur l'immobilier, pour diversifier, moi, j'aime bien les SCPI, l'immobilier fractionné, parce que du coup, bah, là aussi, t'as rien à faire. C'est là que je disais que je préfère confier à quelqu'un dont c'est le métier en plus, qui va bien choisir la localisation et tout. Franchement, c'est pas un truc qui me passionne. On a mis 2 ans, nous, à trouver notre résidence principale. Alors, comment te dire? Parce qu'il y a de l'affect qui vient, forcément. Et même quand les gens investissent pour du locatif, ils disent ah mais je me verrais pas habiter là ou quoi, mais c'est pas ça la question. Et en fait il y a beaucoup trop d'affect dans tout ce qu'on fait, hein, quand on achète déjà. Donc c'est bien de pouvoir se détacher et puis voilà, on peut être passionné, on peut parler d'investissement et faire des choses de manière passive très simplement parce que c'est possible aujourd'hui. On a toutes les plateformes et les outils, les produits qui permettent de le faire. Ouais, c'est ça. Et on a tendance à penser que si c'est passif, c'est moins performant. Qu'il faut vraiment, si on veut vraiment gagner, il faut forcément acheter, revendre en permanence. Mais en fait, statistiquement, non. C'est l'inverse. Oui, c'est très souvent c'est l'inverse aussi. Et du coup, au niveau des investissements, pour qu'on puisse un peu pour que les filles puissent se projeter, est-ce que toi, t'as déjà réalisé ou atteint des projets grâce à tes investissements? Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu faire moi j'aime bien le type d'investissement, l'investissement par projet où voilà, j'ai un projet peut-être de faire le tour de l'Afrique avec mes enfants quand mes filles auront tel âge, j'ai un projet de arrêter de travailler à mes 45 ans maximum ou bien de réduire mon activité. Voilà, ça c'est des projets, j'aime bien parce que du coup c'est des goals et c'est plus facile de tenir quand tu as des objectifs. Est-ce que tu as des objectifs, des projets que tu voulais réaliser que tu as déjà pu faire grâce à tes investissements? Pas encore. Alors concrètement de un projet pour lequel j'aurais investi et où je me suis dit maintenant ça y est j'ai réussi grâce à l'investissement, non, parce que j'investis vraiment à long terme, mais je suis encore jeune, je suis encore dans ma vingtaine, j'ai 27 ans, donc j'ai pas encore eu de projets de vie qui sont arrivés aussi rapidement
puisque l'investissement, moi, je le vois vraiment toujours sur 10 ans plus. Donc, je suis pas encore arrivée là. Par contre, ce qui est en train de se passer, c'est que je me rends compte que je suis en train de construire quelque chose, que je suis en train de construire mon patrimoine, que je suis en train d'assurer une sécurité financière, et ça me permet aujourd'hui d'avoir une liberté beaucoup plus grande dans ma vie, de me dire bah tiens, je vais déménager à l'étranger, au pire s'il se passe quelque chose, j'ai des investissements, j'ai de l'argent mis de côté, j'ai un filet de sécurité, c'est pas grave. Tiens, finalement j'ai décidé de oui bah finalement on va rester ici ou on va s'installer, je vais lancer mon entreprise ici. Ça me permet d'être beaucoup moins dans la panique de oh mon Dieu, est-ce que j'ai assez d'argent pour le faire, est-ce que j'ai assez d'épargne, est-ce que ça va être possible, parce que je sais que j'ai quand même quelque chose de construit et d'en train d'être construit derrière. Et ça me donne déjà une liberté un petit peu plus grande pour moi pour prendre mes décisions aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, tu vis plus en France depuis plus d'1 an, même tu as vécu encore dans un autre pays, tu me disais avant. C'était pas un projet que tu avais dans tes investissements, mais au final, c'est un projet que tu peux réaliser grâce à tes investissements, qui te permet d'avoir une sérénité. C'est ça, exactement. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Si je prends pas l'argent de mes investissements pour le faire, mais je sais que j'ai des investissements derrière et que j'ai quelque chose qui est en train d'être construit derrière, et c'est ça qui est rassurant. Ouais. Parce que voilà, t'as plusieurs sources de revenus, t'as ton activité, t'as Monelo, donc t'es créatrice de contenu. En plus de ça, t'as tes investissements. Alors que c'est vrai que quand t'es salarié et que t'as pas investi, tu te dis j'ai que mon travail. Si je perds mon travail, je suis dans la mouise. Alors que c'est pas vrai. On peut refaire de l'argent. Et l'épargne, ça part très vite. Alors qu'en réalité, toi, ton argent, il travaille en fait. Tu crées de la valeur, tu crées de la richesse avec tes contenus, t'es payé pour ça, tu réinvestis, et après ton argent il travaille tout seul et il grandit sans que t'aies besoin de travailler. Ouais, c'est ça. Et c'est se dire qu'il y a tout ça qui est en train de se tourner derrière, en arrière-plan, c'est rassurant. Et comme tu disais, ça donne de la confiance aussi pour continuer à investir. Ce que tu disais au début, c'est une fois que tu commences à investir, tu t'arrêtes plus après. Ce que tu dis, genre, c'est hyper intéressant, j'ai cet argent, je peux l'investir, ça continue à contribuer à ma richesse sur le long terme, ça contribue à continuer à ma liberté, et ça devient hyper addictif, et ouais, c'est une liberté qui est hyper intéressante, sans être, et pourtant je parle de patrimoine, j'ai pas des millions d'euros de côté, mais rien que ça, c'est quand même une forme de richesse que je trouve hyper intéressante à avoir. Oui, en fait, tu te dis au début, t'as peut-être un peu peur, d'appréhension parce que tu connais pas, mais après quand t'es lancé et que tu vois les résultats, tu te dis mais ça fait qu'augmenter en fait, parce que tu vises le long terme, et de toute façon tu te dis de toute façon j'en ai pas besoin, donc je laisse, et puis après ce sera la bonne surprise en fait quand tu commenceras à utiliser, à liquider, à vendre et ouais, ça peut baisser, en fait, on n'est jamais à l'abri du moment faut le faire voilà de manière réfléchie, de manière stratégique. Surtout en bourse, ça va monter, ça va descendre, ça va être voilà, il y a rien qui est jamais garanti. Mais effectivement, on se lance, on se rend compte que si on arrive à y aller avec la bonne mentalité, on se dit en fait ça se passe pas trop mal. Et après on regarde notre compte, on se dit ah mais en fait c'est intéressant, parce que moi j'avais l'habitude de voir mon livret A qui me rapportait 80 € par an, tu vois. Et je me dis ah oui mais ok, c'est possible d'avoir un truc qui rapporte vraiment plus. Et c'est ça qui rend un peu le côté addictif aussi. Oui. Et tu te dis purée, si je savais j'aurais fait ça avant. En tout cas moi je me dis ça. Ouais non mais complètement. Et je voulais savoir par rapport à toute cette aventure de Monelo, des compétences que tu as acquises, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment si tu le pouvais? Côté investissement ou côté vraiment Monelo business? Les deux. Ok. Je me fait poser la question. C'était côté Monelo, mais c'est les deux. On va profiter. Côté Monelo, je pense que il y en a deux grands apprentissages qui sont l'un avec l'autre. Au début, j'avais très peur de me montrer. Je montrais pas mon visage, je donnais pas mon prénom, je donnais pas mon nom. J'étais un peu en clandestin, déjà parce qu'effectivement j'avais mon travail à côté, que c'est un sujet hyper compliqué. J'avais pas envie que dans ma boîte on sache que j'avais cette activité à côté, donc j'étais un petit peu cachée, et aussi par manque de confiance. J'avais juste peur du jugement des autres, ce qui était vraiment un frein pour développer Monelo. Je pense que j'aurais pu le développer beaucoup plus rapidement si j'étais mis en avant dès le début. Et la deuxième chose, c'est vraiment de mettre en avant ma personnalité sur Monelo, parce qu'au début, j'essayais un peu de me conformer à écrire de manière, on l'a dit, pas de manière académie française, mais bien écrire, formel, faire des standard, ouais. Ouais, voilà, sympa, léger, mais voilà, un site
tout blanc, hyper simple, des posts sur les réseaux sociaux hyper simples. Et avec le temps, j'ai appris que ma personnalité peut vraiment aider les autres à plus se mettre en relation avec le contenu, à plus comprendre le contenu, à plus être impliqué dans ce que je dis. Et tout a un peu changé à partir de ce moment-là aussi, où j'ai compris que ma personnalité allait aider les personnes à être plus intéressées par le sujet, allait aider à se rendre compte aussi, comme je le disais plus tôt, que on peut être investisseuse et être une personne normale, entre guillemets. et ouais, c'est les deux plus gros apprentissages que j'ai. Après, les erreurs forment toujours. Je dirais pas forcément que je reviendrai en arrière et que je changerai ce que j'ai fait, parce que c'est tout ce que j'ai fait qui m'a permis d'apprendre ça à la fin. Mais ouais, c'est les deux grands points, je pense. Mais oui, parce qu'en fait, même si tu t'étais pas montré, bon, il y a des gens qui arrivent à créer des business qui fonctionnent bien, qui soient pérennes sans se montrer, mais je pense que c'est vraiment le côté de la personnalité, parce qu'on s'attache en fait à une personne, on s'attache à une personnalité, à un ton. Moi, il y a des personnes, je peux suivre leur contenu, mais je vais pas avoir ce petit lien émotionnel en fait, où tu as l'habitude, tu connais ces petites blagues, des petits mots qu'on répète, des tics de langage, des petites choses comme ça. En fait, ça permet de créer un attachement en fait, et je pense que c'est vraiment ça, ouais, qui fait la différence. Et moi, d'ailleurs, quand j'avais encore Instagram, j'adorais tes reels, je te le disais, c'était vraiment très drôle. Et je disais, oh, c'est trop marrant, et je regardais même plusieurs fois. Je dis, mais c'est génial comment elle a fait ça. C'était simple, mais vraiment percutant, vraiment très drôle. Et voilà, je pense que vraiment les gens s'attachent à une personnalité, ouais, comme tu dis, la bonne copine. Ouais, et surtout dans le milieu investissement financier et tout, je pense que t'as pas trop envie d'avoir une entité sans nom ou enfin à laquelle faire confiance. Pour faire confiance, ouais. C'est bien de faire confiance à un autre être humain. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Niveau investissement, pareil, mon point de vue aujourd'hui, qui est très personnel, c'est que c'est les erreurs qui forment. Et si on attend de se lancer dans l'investissement au moment où on se dit qu'on fera jamais d'erreur, on se lance jamais. J'ai fait des erreurs. Pour moi, peu importe le résultat, qu'il soit positif ou négatif, on peut avoir fait une erreur. Pour moi, avoir investi dans des actions Apple sans savoir ce que je faisais, ça aurait pu être une erreur. Même si mes actions Apple aujourd'hui me rapportent beaucoup, c'est un des trucs les plus performants. Tu les as gardées ? Je les ai encore, ouais. Très bien. C'est un des trucs les plus performants de mon portefeuille. Ça change pas que je me suis dit, oh ouais, c'est bon, bah je vais investir. Voilà, je vais pas me renseigner plus que ça. Ça aurait été mieux si j'avais un petit peu plus creusé le sujet. Et le reste, d'avoir ouvert du coup un nouveau compte dans cette assurance vie qui était pas top, que aujourd'hui je me dis, je regarde le contrat, je me dis pourquoi j'ai ouvert mon compte là, c'est pas du tout une bonne assurance vie. C'est pas grave, parce que au moins j'ai fait quelque chose, au moins j'ai appris de ça. Et je sais que je pense pas qu'on puisse arriver à un moment dans l'investissement et tout faire parfaitement et jamais faire d'erreur. C'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant de commencer avec des petites sommes, parce que se tromper avec 10 €, c'est beaucoup moins grave que d'attendre, de se dire oui, non, je vais vraiment attendre de tout savoir parfaitement et je vais attendre d'avoir un gros montant à mettre de côté et tout. Et après, on place plusieurs milliers d'euros et on fait une connerie et on se dit ah, c'est crash. C'est voilà, super. Donc non, vraiment, c'est les erreurs forment. Donc il y a rien que je regrette vraiment d'avoir fait. Ce que j'aurais pu faire, c'était commencer plus tôt, comme on me disait, parce que je sais que j'aurais pu avoir les moyens de commencer un peu plus tôt. Après, j'ai commencé relativement jeune. Enfin, j'étais quand même très jeune quand j'ai commencé. Oui, je trouve que t'as commencé jeune, ouais. Ouais, mais c'est que je me dis qu'effectivement, j'ai eu de l'argent sur mes livrets pendant hyper longtemps, juste parce que je savais pas quoi en faire d'autre, et que j'aurais pu me lancer un petit peu avant. Mais t'as eu la curiosité, sans avoir de parents qui soient dans le milieu, de te lancer, de vouloir comprendre. Et voilà, aujourd'hui, tu permets aujourd'hui à d'autres personnes, peut-être plus jeunes, ou même moi, quand j'avais une copine qui me disait, et une cliente qui me disait, oh, si j'avais commencé plus tôt, Johanna et tout. J'ai dit, mais c'est pas grave, t'as pas commencé trop tard. Je lui dis, là, l'apprentissage que tu vas pouvoir l'enseigner à tes enfants. Ouais. Donc tu vois, tout ça n'a pas de prix. Tu vas pouvoir l'enseigner à tes enfants, tu peux l'enseigner à tes amis, à ta famille. Et donc même si pour toi tu sens que c'est un peu tard, c'est pas tard d'ailleurs, ce sera plus tôt pour quelqu'un d'autre. Ouais. Donc pour moi, je trouve que c'est bingo là. Ouais, c'est jamais trop tard. Il y a aucun moment où tu te dis voilà, c'est foutu, c'est trop tard. Et en plus c'est toujours utile, ouais, complètement. On arrive à la fin. J'ai juste 2 dernières questions, mes questions curiosité. Si tu veux bien nous partager, quels sont tes prochains projets ? Alors pour l'instant, je suis vraiment très focus projet personnel, mon déménagement, mon expatriation et tout.
Là, je vis aux îles Canaries depuis 1 an et je suis en train de voir pour m'installer ici, transférer mon entreprise, faire mon entreprise en France et l'ouvrir ici. Ce qui est administrativement un cauchemar. Je déteste ce genre de truc. Je voulais pas en parler. Ouais, non, c'est un sujet sensible, Johanna, s'il te plaît, n'en parle pas. Mais du coup, ça va bien m'occuper, je pense, pendant les prochains mois et continuer à développer Monelo. Là déjà il y a le sponsoring qui arrive ce mois-ci de la newsletter. Voilà, c'est une nouveauté aussi, c'est une nouvelle chose à gérer. Ouais, après on a plein de petites nouveautés sur Monelo, plein de trucs que je développe en permanence, c'est des fonctionnalités que j'aimerais mettre en avant. En ce moment par exemple on est en train de travailler sur un lexique qui permettra de chaque fois qu'il y a un terme un petit peu technique de juste surligner le mot et de pouvoir avoir l'explication. C'est génial. Pour simplifier la tâche et tout. Donc toujours en train de développer ce genre de choses et de rédiger des nouveaux articles. Ça, il y en a qui sortent toutes les semaines. On n'arrête pas. Ah oui, parce que j'ai dit que vous étiez une équipe, mais maintenant t'es plus toute seule sur Monelo. T'as des rédactrices, c'est ça? Ouais, c'est ça. Des rédactrices freelance avec qui je travaille, ouais. Emma et voilà, Elodie. et puis je crois que c'est ton conjoint qui fait le développement du site. C'est ça. Toute super la partie travail technique. d'ailleurs, le site est vraiment très très beau, le nouveau site. J'adore. Merci. Il est super bien fait, bien pensé. Vraiment, il y a tout. J'aime beaucoup. C'était un vraiment bon travail. Ouais, c'est un gros travail et les couleurs sont top. J'adore. Moi, ça donne du peps, mais c'est pas, en fait, ça fait pas juste blog, ça fait vraiment un site comme un guide. En fait, il y a pas mal de guides. Ouais. C'était la volonté. Je mettrai les liens. Ouais, des guides justement complets en fait avec vraiment tout. Et puis ensuite on a envie de creuser, cliquer et continuer. Et, c'est un gros travail que t'as réalisé. Moi j'ai découvert que t'étais une seule personne grâce à des épingles Pinterest. Je me disais mais c'est quoi, c'est une entreprise, ils ont des rédacteurs, ils ont des personnes qui font les épingles Pinterest. Et puis après je vois qu'il y a un compte Instagram et je vois une photo. Je fais attends. Après, je cherche, je continue de scroller, je fais, mais c'est elle! Et du coup, c'est comme ça que je t'ai créé un message, je crois, sur LinkedIn et tout. Je savais pas que c'était pour te féliciter. Je pensais qu'il y avait carrément une équipe. Tu m'as dit, ah non, c'est moi toute seule avec mes petites mains et tout. Je fais, ouais, c'est ça, c'est du gros travail de contenu. Après, on prend l'habitude avec le temps de le faire, mais surtout être partout sur le site Pinterest, Instagram et tout, c'est laborieux des fois. Dans 1-2 ans, où est-ce que tu te verrais? Est-ce que tu t'imagines Parce que je m'imagine dans 1 ou 2 ans. Vraiment, je sais pas du tout. Mais là, déjà, t'as fait déjà pas mal de choses. Ouais, c'est ça. T'es en train de déménager en plus. Donc, toujours aux Canaries? Je me vois toujours ici. Ouais. Au soleil, effectivement. Non, là, le voyage, je pense c'est terminé. Enfin, j'ai jamais été grande voyageuse, mais j'ai besoin de me poser quelque part. Et sous le soleil canarien, c'est le meilleur endroit pour moi. et ouais, là, Monelo, je suis vraiment dans une étape un peu pérennisation, faire en sorte d'en avoir une entreprise pérenne, revenu régulier, tout ça. Donc, ça serait vraiment continuer le développement de Monelo. Et c'est tout à fait possible. Il y a pas mal. Enfin, je pense qu'on t'en est pas du million, on se rend pas compte. Mais maintenant que je m'intéresse à tout ça et que j'ai lancé mon blog, je vois qu'il y a des blogs assez costauds qui sont des références dans leur secteur. Ouais. Et c'est tout à fait possible, d'avoir une activité viable et pérenne avec un blog et avec de la création de contenu. Voilà, on a créé de nouveaux métiers. C'est ça, vraiment. Grâce au web, merci le web. Ouais. Bon, génial Solène, merci beaucoup de ton temps. Merci à toi. Je mettrai les liens pour te retrouver. Je pense que je mettrai ton compte Instagram, c'est là où t'es plus active. Ouais. Et puis bien sûr l'adresse de monelo.fr et aussi moi je vais m'abonner très rapidement tout à l'heure à la newsletter Money Candy parce que j'adore déjà juste le nom. Voilà, pour suivre tes aventures et puis continuer à garder le contact comme ça. Ouais, merci beaucoup, c'était un plaisir en tout cas d'échanger et félicitations aussi pour ton podcast d'ailleurs parce qu'on n'en a pas parlé mais ça contribue à mettre en avant des femmes investisseuses et à parler de ces sujets, c'est hyper important donc trop cool. Merci, c'est pour qu'on ait un peu plus de représentation. Ouais, on a besoin. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous trouverez toutes les notes en description. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous en me taguant et lâchez-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser un avis et je serai super contente de le lire. Vous aiderez ainsi le podcast à être bien référencé et que plus de personnes puissent le découvrir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous les investisseuses.